il existe une chose que Richard Feynman a comprise très tard, après des décennies passées à regarder l'univers dans les yeux, et cette chose va probablement vous déranger. Le temps ne coule pas. Il ne s'écoule pas comme une rivière qui avance vers la mer. Non, non, non. Le temps est une structure, une géométrie, quelque chose de tellement plus étrange et de tellement plus beau que ce que votre cerveau, formé par des millions d'années d'évolution sur un caillou bleu, est naturellement capable d'accepter. Et pourtant, c'est là, c'est réel. Et si vous comprenez vraiment ce que cela signifie, si vous laissez cette idée s'installer dans votre poitrine comme elle s'est installée dans la sienne, alors vous ne pourrez plus jamais regarder le ciel nocturne de la même façon. Feynman aimait raconter une histoire, pas pour impressionner. Non, pas pour ça. Il racontait des histoires parce qu'il avait découvert que la vérité, la vraie, celle qui fait vibrer quelque chose dans le sternum, ne rentre dans aucune équation si elle n'est pas d'abord ressentie dans la chair. Et cette histoire commence d'une manière très simple, très humaine, très ordinaire. Imaginez une nuit claire, loin de la ville, loin des lumières oranges et grises des lampadaires qui nous volent le ciel depuis des décennies. Une nuit quelque part en montagne ou au bord d'une plage déserte ou simplement dans un jardin où le hasard vous a accordé quelques minutes de vrai silence. Vous levez la tête et là, il y a les étoiles. Des centaines, des milliers d'étoiles qui percent le noir avec une précision qui semble presque délibérée, comme si quelqu'un les avait placées là pour vous. Vous restez immobile, votre nuque se tend légèrement en arrière. Votre poitrine s'ouvre malgré vous, comme si vos poumons voulaient inhaler davantage que de l'air, comme s'ils voulaient avaler quelque chose de l'immensité qui est là-haut. Et vous ressentez quelque chose que les philosophes ont essayé de nommer pendant des siècles, sans vraiment y parvenir. Ce vertige doux et légèrement terrifiant d'être un être minuscule devant quelque chose d'infini. Feynman connaissait ce vertige. Il le cherchait, même. Il disait que c'était là, précisément dans cet inconfort de la petitesse, que commençait toute la vraie curiosité scientifique. Pas dans les livres, pas dans les laboratoires, dans le vertige. Mais voilà ce qu'il ajoutait ensuite, et c'est là que la conversation devenait plus sombre, plus urgente, plus viscérale. Il disait « Regardez ces étoiles, elles sont réelles, elles brillent. » Mais la lumière que vous voyez en ce moment, cette lumière qui chatouille votre rétine, elle a quitté ces étoiles il y a des dizaines, des centaines, parfois des milliers d'années. Vous ne regardez pas le ciel tel qu'il est, vous regardez le passé. Un passé immense, stratifié, profond comme un gouffre sans fond. Certaines de ces étoiles que vous voyez scintiller n'existent plus. Elles sont mortes avant que Rome ne soit fondée, avant que l'Homo sapiens ne trace ses premières lignes sur les parois des grottes, avant même que la Terre ne soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et pourtant leur lumière voyage encore, elle arrive encore jusqu'ici, jusqu'à vous, et vous la voyez. Et vous pensez que c'est le présent. Non, non, ce n'est pas le présent. C'est du temps pétrifié dans la lumière. Dans quelques instants, Feynman va vous expliquer pourquoi cette observation banale que l'on fait depuis l'enfance sans vraiment y penser est en réalité la clé d'un des concepts les plus révolutionnaires jamais produits par l'esprit humain. Je vous dirai aussi pourquoi ce concept change absolument tout pour l'avenir de notre espèce et pourquoi ignorer cela n'est pas seulement une erreur intellectuelle, c'est une menace existentielle pour chacun d'entre vous, pour vos enfants, pour tout ce que l'humanité a jamais construit ou rêvé. Si vous êtes du genre à regarder le ciel nocturne et à vous demander ce qu'il y a vraiment là-haut, si vous êtes du genre à vous réveiller à 3 heures du matin avec une question que personne autour de vous ne semble se poser, alors vous êtes exactement au bon endroit. Parce que ce que Feynman a compris sur le temps, sur l'espace et sur notre place dans l'univers, c'est quelque chose que vous méritez d'entendre. Vraiment. Et si cette conversation vous bouleverse autant qu'elle l'a bouleversé lui, si elle vous donne cet élan particulier dans la gorge que donne la vérité quand elle est vraiment grande, alors faites quelque chose de simple, restez jusqu'à la fin. Parce que ce que l'on va traverser ensemble dans les prochaines minutes est exactement le genre de voyage mental pour lequel cette chaîne existe. Abonnez-vous si ce cosmos vous appartient autant qu'à nous. Et dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà regardé le ciel et senti que quelque chose là-haut vous regardait aussi? Parce que Feynman avait une réponse à ça et elle est bien plus étrange que vous ne le pensez. Maintenant parlons du danger réel. Parce que l'émerveillement c'est merveilleux, mais Feynman n'était pas homme à se contenter d'émerveillement. Il aimait pousser les portes jusqu'à ce qu'elles cèdent. Il aimait demander « et alors ?» Et si c'est vrai, qu'est-ce que ça change? Et si ça change tout,
Pourquoi est-ce qu'on ne panique pas encore? Voici la vérité inconfortable, celle que les manuels scolaires ne mettent jamais en couverture parce qu'elle est trop dérangeante pour une société qui préfère croire qu'elle est en sécurité. La Terre est fragile. Pas fragile comme une feuille de papier, fragile comme une bulle de savon dans une tempête. Notre planète, ce point bleu que Carl Sagan a rendu célèbre avec une seule photographie prise par Voyager 1 à 6 milliards de kilomètres de distance. Ce point bleu est en ce moment même soumis à des dizaines de menaces que la grande majorité de l'humanité ignore par confort ou par peur. Des astéroïdes, des éruptions de supernovas proches, des inversions du champ magnétique terrestre. Un soleil qui, dans environ 5 milliards d'années, deviendra une géante rouge et avalera la Terre comme on avale un grain de poussière. Et ce n'est pas le plus effrayant. Le plus effrayant, c'est nous, c'est notre inaction, c'est l'extraordinaire capacité de l'espèce humaine à regarder un abîme en face et à décider de penser à autre chose. Feynman avait une expression pour ça. Il disait que le plus grand ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de savoir, l'illusion que tout va bien, l'illusion que nous avons le temps, l'illusion que la catastrophe, c'est pour les autres civilisations, pour les autres espèces qui n'ont pas eu de chance. Mais nous sommes spéciaux, nous avons la technologie, nous avons la science, nous avons Internet, nous allons nous en sortir. Non, 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 non. Il regardait l'histoire de l'univers avec la même rigueur qu'il regardait une équation de physique quantique, et ce qu'il voyait le rendait à la fois humble et fébrile. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. La Terre, environ 4,5 milliards. L'Homo sapiens, 200 000 ans à peu près. 200 000 ans sur 13 milliards et demi. Feynman aimait visualiser ça sous forme de proportions, pas par amour des chiffres, mais parce que les chiffres, quand on les traduit en images concrètes, font quelque chose de très particulier à l'estomac. Si vous réduisez l'histoire de l'univers à une seule année calendaire, une seule année de janvier à décembre, alors l'Homo sapiens n'apparaît pas le 1er janvier. Il n'apparaît pas en mars, ni en juin, ni en octobre. Il apparaît le 31 décembre, à 23h52 et 17 secondes. Toute l'histoire humaine, Socrate, Shakespeare, Newton, Einstein, la révolution industrielle, les 2 guerres mondiales, Internet, tout ça tient dans les 43 dernières secondes avant minuit. Et nous, ici maintenant, dans cette conversation, nous existons dans la dernière fraction de la dernière seconde, de la dernière minute du dernier jour de cette année cosmique. Sentez ça dans votre corps. Sentez le poids de ce chiffre quelque part dans le bas de la colonne vertébrale. Parce que voici ce que ça signifie vraiment. Nous sommes nouveaux. Nous sommes absolument terriblement nouveaux. Nous n'avons pas encore prouvé que nous méritons de durer. Aucune espèce ne mérite automatiquement de durer. Les dinosaures ont régné pendant 165 millions d'années et ils ont disparu en un clin d'œil cosmique à cause d'un rocher venu de nulle part. 165 millions d'années. Nous, 200 000 ans. Et nous dormons encore. Feynman ne disait pas ça pour terroriser. Enfin, si, un peu. Il avait ce côté espiègle. Cet œil qui brillait légèrement quand il voyait l'inconfort s'installer dans son interlocuteur, parce qu'il savait que l'inconfort, le vrai, celui qui fait bouger les jambes sous la chaise, c'est le début de l'action. Il voulait que vous soyez mal à l'aise. Il voulait que quelque chose dans votre poitrine se contracte et reste contracté jusqu'à ce que vous fassiez quelque chose. Pas forcément construire une fusée. Parfois juste ouvrir les yeux. Parfois juste refuser de fermer les yeux. Et il y a quelque chose d'encore plus inquiétant que les astéroïdes, quelque chose que les physiciens appellent la paradoxe de Fermi, et qui mérite qu'on s'y attarde parce que c'est l'une des idées les plus silencieusement terrifiantes jamais formulées dans l'histoire de la science. Enrico Fermi, un grand physicien italien, ami et contemporain de Feynman, a posé une question en apparence très simple lors d'un déjeuner avec des collègues quelque part dans les années 50. Il a dit « Si l'univers est aussi vaste, aussi vieux, si les étoiles sont aussi nombreuses et si les conditions pour la vie existent dans tant d'endroits différents, alors où est tout le monde? Où sont les autres civilisations? Où sont les signaux, les vaisseaux, les traces de vie intelligente? Pourquoi le silence? Pourquoi ce silence absolu, impeccable, implacable? Oui, c'est la bonne question. Il y a dans notre galaxie, la Voie lactée, entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Peut-être plus. Et la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards dans l'univers observable.
Les astronomes estiment qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages et tous les déserts de la Terre. Et parmi ces étoiles, une fraction immense possède des planètes. Et parmi ces planètes, certaines se trouvent dans ce que les scientifiques appellent la zone habitable, ni trop chaude ni trop froide, avec de l'eau liquide possible, avec des conditions qui pourraient permettre à la chimie de faire ce qu'elle fait si bien, c'est-à-dire créer de la complexité, créer de la vie. Donc statistiquement, logiquement, avec une probabilité que même un sceptique endurci ne peut pas ignorer, il devrait y avoir d'autres civilisations. Peut-être des millions, peut-être des milliards. Et pourtant, le silence, Feynman, lui, ne prétendait pas avoir la réponse. C'était précisément pour ça qu'il l'aimait, cette question. Il disait qu'une question sans réponse est 1000 fois plus précieuse qu'une réponse sans question. Mais il disait aussi que parmi toutes les solutions proposées au paradoxe de Fermi, il en existe une qui devrait nous glacer le sang. Une solution que les physiciens appellent le grand filtre. L'idée que quelque part dans le développement d'une civilisation intelligente, il existe un obstacle, une barrière, un événement ou une série d'événements qui anéantit presque toutes les espèces avant qu'elles ne deviennent assez avancées pour traverser les étoiles. Et la question la plus terrifiante que cette théorie pose est la suivante. Est-ce que nous avons déjà franchi ce filtre ou est-ce qu'il est encore devant nous? Laissez cette question s'asseoir dans votre gorge un moment. Laissez-la rester là. Parce que si le grand filtre est derrière nous, si la vie multicellulaire, ou l'intelligence, ou la conscience étaient les obstacles improbables, alors nous sommes peut-être parmi les très rares, peut-être les seuls à avoir réussi à exister à ce stade. Et ça change tout sur ce que nous valons. Ça change tout sur ce que nous devons protéger. Mais si le grand filtre est devant nous, si l'obstacle fatal est quelque chose que nous n'avons pas encore rencontré, une guerre nucléaire totale, une intelligence artificielle incontrôlable, un changement climatique catastrophique, un astéroïde, une pandémie ou quelque chose que nous ne pouvons pas encore imaginer, alors notre silence cosmique pourrait être l'annonce de notre propre fin. Voilà pourquoi Feynman ne pouvait pas dormir tranquille. Voilà pourquoi derrière chaque blague, derrière chaque anecdote espiègle, derrière chaque équation griffonnée sur un tableau noir, il y avait cette urgence secrète, ce sentiment que la physique n'est pas un luxe intellectuel, c'est une nécessité de survie. Et maintenant que vous sentez quelque chose dans le plexus solaire, quelque chose entre l'admiration et la peur, maintenant que la question de notre existence dans l'univers n'est plus abstraite, mais physique, logée dans vos muscles et dans votre respiration, Feynman va vous parler du temps, du vrai temps, de ce que le temps est réellement selon la physique, la plus rigoureuse et la plus étrange que l'humanité ait jamais produite, parce que comprendre le temps, c'est comprendre la seule vraie réponse que nous avons à toutes ces menaces. Et dans quelques instants, je vais vous expliquer exactement comment le voyage dans le temps, pas celui des films de science-fiction, mais le vrai, le physiquement démontrable, change absolument tout pour notre avenir en tant qu'espèce. Feynman avait une façon particulière d'expliquer la relativité d'Einstein qui rendait les gens légèrement fous, dans le bon sens du terme. Il commençait toujours par détruire une certitude. Et la certitude qu'il aimait le plus détruire, c'était l'idée que le temps passe à la même vitesse pour tout le monde. Cette idée vous semble évidente, non? Vous avez une montre, votre voisin a une montre, elles indiquent la même heure. Vous vieillissez ensemble, vous partagez le même présent. Simple, logique, confortable, faux, complètement faux. Et ce n'est pas une idée philosophique vague, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité mesurable, vérifiable, démontrée des centaines de fois avec une précision extraordinaire. Voici comment Feynman l'expliquait. Imaginez deux horloges atomiques absolument identiques, synchronisées à la nanoseconde près, les horloges les plus précises que la technologie humaine ait jamais produites. Vous en prenez une, vous la laissez sur Terre. Vous prenez l'autre, vous la mettez dans un avion et vous faites plusieurs tours du monde. Quand l'avion atterrit et que vous comparez les deux horloges, elles ne marquent plus la même heure. L'horloge qui a voyagé a légèrement pris du retard. Ce n'est pas une panne. Ce n'est pas une erreur de mesure. Le temps lui-même a passé plus lentement pour l'horloge en mouvement. Cela a été fait, réellement, avec de vraies horloges atomiques dans de vrais avions. Les résultats correspondent exactement aux prédictions d'Einstein, exactement, au millionième de seconde près. Feynman frappait la paume de sa main sur le bureau quand il arrivait à ce point. Pas par frustration, par jubilation,
parce que la réalité est plus étrange que la fiction. Et ça le rendait heureux d'une façon presque enfantine. Ce phénomène s'appelle la dilatation du temps. Et il fonctionne de deux manières qui sont au cœur de tout ce que nous devrons maîtriser si nous voulons survivre en tant qu'espèce et traverser les étoiles. La première, vous venez de la voir, c'est la dilatation due à la vitesse. Plus un objet se déplace vite, plus le temps ralentit pour lui par rapport à un observateur immobile. La seconde, c'est la dilatation due à la gravité. Plus vous êtes proche d'une masse importante, d'une planète, d'une étoile, d'un trou noir, plus le temps ralentit pour vous. Ces deux effets sont réels, mesurables, et ils ne sont pas négligeables à grande vitesse ou en présence de champs gravitationnels intenses. Et voici où ça devient vertigineux, vraiment vertigineux. Feynman aimait le formuler ainsi. Si vous pouviez voyager à une fraction significative de la vitesse de la lumière, disons 99% de la vitesse de la lumière, et que vous partiez vers une étoile située à 10 années-lumière à votre retour, seulement quelques années seraient écoulées pour vous à bord du vaisseau. Mais sur Terre, des décennies se seraient écoulées. Vos amis auraient vieilli. Peut-être que vos enfants seraient plus vieux que vous. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique, c'est de la réalité. Oui, c'est réel. Mais attendez, parce que ce n'est pas tout, et je vous avais promis qu'il y avait encore mieux. Il y a les trous noirs. Les trous noirs, ces objets que l'univers semble avoir créés pour faire exploser tous nos modèles intuitifs de ce qu'est la réalité. Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si intense que rien ne peut en échapper, pas même la lumière. Et leur effet sur le temps est proprement hallucinant. Si vous placiez une horloge à la surface d'un trou noir, elle semblerait s'arrêter complètement depuis votre perspective d'observateur lointain. Le temps à la surface d'un trou noir passe à une vitesse infiniment plus lente que le temps loin de lui. Infiniment. Feynman avait une façon de parler des trous noirs qui donnait des frissons. Il disait « Imaginez que vous regardez quelqu'un tomber vers un trou noir. Depuis votre perspective, cette personne semble ralentir, s'immobiliser, être figée pour l'éternité juste à la surface, comme une photographie. Mais depuis la perspective de la personne qui tombe, rien d'étrange ne se passe au moment du franchissement. Elle tombe, elle continue, elle n'est pas figée du tout. Deux réalités temporelles complètement différentes, deux vécus du temps absolument incompatibles. Et les deux sont corrects. Les deux sont vrais, en même temps. Ça devrait vous tordre quelque chose dans la tête. Ça devrait créer une légère résistance quelque part entre les tempes. C'est normal, c'est la physique qui entre de force dans un cerveau habitué au sens commun. Et maintenant, une question que Feynman adorait poser à ses étudiants, une question qui semble naïve, mais qui est en réalité profonde comme un puits sans fond. Si le temps peut ralentir, s'il peut accélérer selon la vitesse et la gravité, si différentes parties de l'univers vivent différents temps en ce même instant, est-ce qu'il existe quelque chose comme un présent universel? Est-ce qu'il existe un maintenant valable pour tous? La réponse de la physique, la réponse d'Einstein, confirmée et reconfirmée des dizaines de fois, est non. Il n'existe pas de présent universel. Le maintenant est local. Le maintenant est relatif. Le maintenant est personnel. Comprenez ce que ça signifie vraiment. Ça signifie que l'univers n'est pas un film qui se déroule en temps réel pour tout le monde au même rythme. L'univers est davantage ce que les physiciens appellent un bloc quadridimensionnel, un espace-temps où le passé, le présent et le futur coexistent, figés dans la géométrie de l'univers comme les différentes pages d'un livre qui existent toutes simultanément même si vous ne pouvez en lire qu'une à la fois. Feynman trouvait cette image à la fois belle et légèrement inquiétante, parce qu'elle suggère que tout ce qui a jamais existé et tout ce qui existera jamais est en quelque sorte déjà là, déjà inscrit dans la structure de la réalité. Pas dans un sens magique ou mystique. Dans un sens strictement physique, mathématique, vérifiable. Et c'est ici que le voyage dans le temps cesse d'être une fantaisie pour devenir une question d'ingénierie, une question de survie. Voici comment Feynman structurait ce passage crucial. Et il est important de le suivre, parce que c'est là que la science rencontre notre avenir d'espèce de façon concrète et urgente. Le voyage dans le temps vers le futur, pas vers le passé, pas comme dans les films avec des machines à remonter le temps, mais vers le futur, est non seulement possible, il est prouvé, il est réel, et il est notre seul espoir sérieux de traverser les distances interstellaires sans condamner les voyageurs à mourir de vieillesse avant d'avoir atteint leur destination. Pensez-y, l'étoile la plus proche de nous,
Proxima Centauri se trouve à environ 4,2 années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en un an à 300 000 km par seconde. Avec nos technologies actuelles, les meilleures que nous possédons, le voyage jusqu'à Proxima Centauri prendrait environ 70 000 ans, pour aller à l'étoile la plus proche. Pas à une galaxie voisine, pas à un amas stellaire lointain, à l'étoile d'à côté. L'étoile d'à côté cosmiquement parlant, c'est comme aller au bout de la rue en 70 000 ans. Sentez ça. Sentez l'absurdité de ce chiffre face à notre ambition d'explorateur. Mais si nous développions un vaisseau capable de voyager à une fraction importante de la vitesse de la lumière, disons à 90% de la vitesse de la lumière, alors la dilatation temporelle ferait quelque chose d'extraordinaire. Les passagers du vaisseau vivraient le voyage en un peu plus de 2 ans depuis leur perspective. 2 ans, contre 70 000, la même distance, le même trajet, mais un temps vécu radicalement différent grâce aux lois fondamentales de la physique. Les générations futures n'auraient pas besoin de naître dans un vaisseau pour atteindre les étoiles. Elles n'auraient pas besoin de vivre et de mourir dans l'espace interstellaire pendant des millénaires. Elles pourraient partir jeunes, elles pourraient arriver jeunes si nous maîtrisons la propulsion à une fraction de la vitesse de la lumière. Feynman aimait pointer du doigt ici quelque chose que la plupart des gens ratent dans cette idée. Le problème n'est pas théorique. La physique est validée. Le problème est d'ingénierie. Le problème est d'énergie. Pour accélérer un vaisseau jusqu'à 90% de la vitesse de la lumière, les calculs indiquent qu'il faudrait une quantité d'énergie colossale, une énergie que notre civilisation actuelle ne sait pas encore produire, ni stocker, ni contrôler à cette échelle. Mais la physique ne dit pas que c'est impossible. La physique dit que c'est difficile. Et Feynman, plus que quiconque, savait la différence entre impossible et difficile. Difficile, on peut le décomposer en sous-problèmes. Difficile, on peut le résoudre. Il y a plusieurs pistes concrètes que les ingénieurs et les physiciens explorent aujourd'hui. Des pistes réelles, des pistes financées, des pistes qui font l'objet de publications dans des revues scientifiques sérieuses. La première, c'est la propulsion par fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est le processus qui alimente notre Soleil, la fusion d'atomes d'hydrogène pour produire de l'hélium et des quantités d'énergie extraordinaires. Des projets comme ITER en France, une collaboration internationale colossale, travaillent précisément à maîtriser cette énergie sur Terre d'abord. Si nous y parvenons, les premières applications pourraient inclure des moteurs de vaisseau spatial capables de produire une poussée et une vitesse sans commune mesure avec nos fusées chimiques actuelles. La deuxième piste, encore plus audacieuse et qui aurait certainement ravi Feynman pour sa beauté conceptuelle, c'est le concept de voile laser, ou Starshot. L'idée est la suivante. Un vaisseau minuscule, un nanosatellite pas plus grand que votre main, est accéléré par un faisceau laser d'une puissance gigantesque tiré depuis la Terre ou depuis l'orbite terrestre. La lumière exerce une pression minuscule certes, mais sur un objet assez léger et avec un faisceau assez puissant, cette pression peut accélérer le vaisseau jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. 20%, ce qui permettrait d'atteindre Proxima Centauri en 20 ans depuis la perspective des observateurs sur Terre. Et le projet Breakthrough Starshot, lancé officiellement en 2016 avec le soutien de physiciens et d'entrepreneurs de premier plan, explore sérieusement cette voie. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des ingénieurs qui font des calculs dans des bureaux avec des ordinateurs, du papier et du café. La troisième piste est la plus spéculative, mais aussi la plus fascinante philosophiquement, et c'est celle qui aurait provoqué le sourire le plus malicieux chez Feynman. C'est le concept de distorsion de l'espace-temps, ou warp drive, inspiré par une solution aux équations d'Einstein proposée en 1994 par le physicien mexicain Miguel Alcubierre. L'idée, au lieu d'accélérer un vaisseau à travers l'espace, et si on déformait l'espace lui-même autour du vaisseau, on comprime l'espace devant lui et on l'étire derrière lui, de sorte que le vaisseau est en quelque sorte porté par une vague d'espace-temps. L'intérieur du vaisseau ne bouge pas vraiment, c'est l'espace qui se déplace. Et comme aucun objet physique à l'intérieur de la bulle ne dépasse la vitesse de la lumière par rapport à l'espace local, les lois de la relativité ne sont pas violées. Oui, ça semble fou. Feynman aurait dit « Tout ce qui semble fou en physique, commencez par vérifier si les équations l'autorisent. Si les équations disent « Oui, vous devez le prendre au sérieux »,
Et les équations d'Einstein, dans une certaine interprétation, disent que la distorsion de l'espace-temps est mathématiquement cohérente. Le problème actuel, et c'est un problème colossal, c'est que la quantité d'énergie exotique nécessaire pour créer cette distorsion dépasse ce que nous pouvons produire ou même conceptualiser avec nos technologies présentes. Mais des physiciens comme Harold White à la NASA ont travaillé à des modifications des équations d'Alcubierre pour réduire les exigences énergétiques. La porte n'est pas fermée, elle est juste très lourde. Et maintenant, voici la question que Feynman aurait posée avec ce regard mi-sérieux, mi-espiègle. Ce regard qui faisait savoir à ses interlocuteurs que la vraie bombe conceptuelle arrivait. Qu'est-ce que tout ça implique pour la recherche de vie extraterrestre? Si le voyage dans le temps vers le futur est réel, si la dilatation temporelle est réelle, si une civilisation suffisamment avancée peut traverser des distances interstellaires en utilisant la physique de l'espace-temps, alors la paradoxe de Fermi prend une dimension encore plus troublante. Parce que si une civilisation extraterrestre avancée avait maîtrisé la propulsion relativiste, si elle pouvait voyager à des fractions importantes de la vitesse de la lumière, alors l'univers serait relativement accessible pour elle. Et pourtant, silence. Silence complet. Silence assourdissant. Cela signifie soit qu'aucune civilisation n'a atteint ce niveau, soit que quelque chose les anéantit avant, soit qu'elles existent et qu'elles nous ignorent délibérément, soit que nous ne savons pas encore comment les écouter. Et cette dernière possibilité est celle qui retenait le plus l'attention de Feynman, parce qu'elle est actionnable. Parce que si le problème est que nous ne savons pas écouter, alors la solution est d'apprendre à écouter. Et c'est précisément ce que fait le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui depuis les années 60 écoute le cosmos avec des radiotélescopes de plus en plus sensibles, à la recherche de signaux qui ne pourraient pas être naturels. Feynman avait une fascination particulière pour la subtilité de cette recherche. Il aimait rappeler que nous n'avons envoyé nos premiers signaux radio vers l'espace que depuis environ 120 ans. 120 ans dans un univers de 13 milliards d'années. Nos signaux, se propageant à la vitesse de la lumière, ont atteint une sphère d'environ 120 années-lumière autour de la Terre. Dans une galaxie qui fait 100 000 années-lumière de diamètre, nous avons arrosé une zone microscopique de notre galaxie. Si quelqu'un là-bas reçoit nos signaux, s'ils existent et s'ils écoutent, leur réponse n'est pas encore arrivée. Elle ne peut pas encore être arrivée. Nous sommes dans l'attente, nous avons toujours été dans l'attente. Nous ne le savions pas, c'est tout. Voilà pourquoi chaque télescope construit est une oreille que nous tendons vers le cosmos. Voilà pourquoi le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, est opérationnel depuis 2022 et bien plus qu'un outil astronomique. C'est une sonde philosophique. C'est la question la plus importante que l'humanité ait jamais posée, formulée en métal et en miroir doré et envoyée au point de Lagrange 2 à 1 500 000 km de la Terre. James Webb peut analyser la lumière d'exoplanètes, des planètes orbitant d'autres étoiles, et détecter dans leur spectre lumineux des signatures chimiques particulières, ce que les scientifiques appellent des biosignatures, des molécules dont la présence suggère ou implique des processus biologiques actifs, de l'oxygène moléculaire en grande quantité, du méthane associé à de l'oxygène, des phosphines, des molécules organiques complexes. Ces signatures ne prouvent pas la vie, mais elles la rendent soupçonnable. Et suspecter en science, c'est le début de tout. Feynman disait « Je préfère avoir des questions sans réponse qu'avoir des réponses sans questions ». Mais il ajoutait toujours, avec ce sourire en coin, qu'il préférait encore mieux chercher les réponses. Vraiment chercher, avec rigueur, avec honnêteté, sans se contenter de la première explication qui semble raisonnable. Il y a une histoire que Feynman n'a pas racontée lui-même, mais qui illustre parfaitement la leçon centrale de tout ce que nous avons traversé ensemble. C'est l'histoire d'une femme que nous appellerons Marguerite, un prénom choisi pour sa sonorité simple et ordinaire, parce que cette histoire est celle de gens ordinaires. Marguerite travaillait dans un bureau à Lyon, dans une tour de verre gris anthracite, au 7e étage, avec une vue sur un parking, et si elle se penchait légèrement à droite, un fragment de ciel bleu entre deux bâtiments. Tous les matins, elle prenait son café dans un gobelet en carton brun, elle ouvrait son ordinateur, et elle vivait sa vie avec compétence et efficacité, et une légère sensation de quelque chose qui manquait, une sensation logée juste sous le sternum, pas une douleur, plutôt une absence de quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer.
Les collègues la voyaient souriante, efficace, stable. La parfaite image de quelqu'un qui a sa vie en ordre. Un soir, par hasard, quelqu'un lui a envoyé une vidéo. Une conférence de Feynman. Pas une longue, 10 minutes. Il parlait des fleurs. Il disait qu'un artiste peut regarder une fleur et la trouver belle. Et lui, Feynman, il la trouve belle aussi, mais il y voit en plus la complexité de la cellule, la danse des atomes, la chaîne évolutive de milliards d'années qui a produit exactement cette couleur pour attirer exactement cet insecte. Il disait que la science n'enlève pas la beauté, elle en ajoute, elle en empile, elle en multiplie les couches jusqu'à ce que la beauté devienne vertigineuse. Marguerite a regardé cette vidéo 3 fois. La 3e fois, elle pleurait. Pas de tristesse, non, pas ça. C'était quelque chose d'autre, une émotion que vous ressentez quand vous reconnaissez quelque chose que vous cherchiez sans le savoir, une reconnaissance physique, une résonance dans la cage thoracique. Le lendemain matin, elle a regardé le fragment de ciel bleu entre les 2 bâtiments et pour la première fois, elle a pensé que derrière ce bleu, il y avait le vide. Et dans le vide, des milliards d'étoiles, et autour de ces étoiles, peut-être des planètes, et sur ces planètes, peut-être des êtres qui regardaient leurs propres fragments de ciel et se posaient leurs propres questions. Et cette pensée, au lieu de l'écraser, l'a soulevée. C'est ça, le voyage dans le temps au sens le plus profond que Feynman aurait voulu. Pas seulement un voyage physique à bord d'un vaisseau, un voyage intérieur. Un changement de perspective si radical que vous ne voyez plus le monde de la même façon. Un changement qui commence dans le corps, dans la façon dont vous inspirez quand vous regardez le ciel, dans la légère tension dans les épaules qui se relâche quand vous acceptez que l'univers est plus grand et plus étrange et plus beau que tout ce que votre culture vous a appris à attendre. Mais Feynman ne se satisfaisait jamais du seul vertige intérieur. Il voulait de l'action. Il voulait que le vertige se transforme en travail. Il voulait que l'émerveillement devienne du carburant. Et c'est là que nous devons parler de ce que vous, l'individu qui écoute ces mots en ce moment, pouvez faire de concret. Parce que l'enjeu n'est pas abstrait, il n'est pas futur. Il est maintenant dans les décisions que nos sociétés prennent en ce moment sur le financement de la recherche spatiale, sur les programmes d'éducation scientifique, sur les politiques climatiques qui déterminent si nous arrivons en bonnes conditions au moment où nous aurons la technologie pour quitter ce berceau. Feynman croyait dans la force de la curiosité individuelle comme levier de changement collectif. Il disait « Si vous pensez que la science c'est pour les scientifiques, vous avez tort. La science est une façon de ne pas se laisser tromper par les autres, par soi-même, par ses propres certitudes confortables. » Et cette façon de penser, cette rigueur affectueuse envers la réalité, ça s'apprend, ça se cultive, ça se partage. Il pensait que la plus grande menace pour une civilisation n'était pas l'ignorance elle-même, mais la résignation à l'ignorance. L'idée que certaines questions sont trop grandes, trop complexes, trop éloignées de la vie quotidienne pour mériter d'être posées. Cette résignation, il la combattait avec tout ce qu'il avait, avec des cours magistraux qui duraient des heures et qui laissaient les étudiants épuisés et électrisés en même temps, avec des livres, avec des interviews, avec des conversations au coin d'un bar si l'occasion se présentait. Et voici les 3 choses concrètes, pas des métaphores, pas des vœux pieux, 3 actions physiques et mentales que Feynman aurait recommandées à quiconque l'aurait écouté avec la même intensité que vous l'écoutez en ce moment. La première, apprenez à distinguer ce que vous savez de ce que vous croyez savoir. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Feynman consacrait des heures à ses propres étudiants à simplement les faire démonter leurs certitudes. Il leur demandait « Expliquez-moi ça comme si je n'avais aucune formation ». Et invariablement, à un certain point, il se retrouvait à dire « En fait, je ne sais pas vraiment pourquoi ça fonctionne comme ça ». Et Feynman disait « Bien, très bien. Maintenant, on peut commencer. » Parce que l'honnêteté sur ses propres limites est le premier mouvement de toute vraie connaissance. La deuxième, prenez la question de l'espace au sérieux. Pas comme un loisir de riches, pas comme une distraction de milliardaires, comme la question de survivance de l'espèce qu'elle est réellement. Suivez les missions de l'Agence spatiale européenne. Suivez les lancements de la NASA. Suivez les données du télescope James Webb, pas parce que vous deviendrez astronaute, mais parce que les décisions politiques sur le financement de ces programmes se prennent dans des démocraties et que dans les démocraties, ce sont les citoyens qui décident en dernier ressort ce qui compte. Une population qui ne comprend pas l'enjeu spatial votera pour des gouvernements qui n'investiront pas dans l'espace. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. La troisième, racontez à votre entourage ce que vous avez compris. Pas avec des équations,
pas avec du jargon, avec la même énergie directe et honnête que Feynman utilisait pour parler à n'importe qui, qu'il s'agisse d'un prix Nobel ou d'un garagiste. La connaissance n'a de valeur que partagée. Une idée enfermée dans une tête, aussi brillante soit-elle, ne change rien. Une idée qui circule, qui se multiplie, qui entre dans des conversations, qui dérange des certitudes, qui crée de l'inconfort productif, cette idée-là peut changer une civilisation. Chaque conversation sans exception. Parce que nous sommes à un moment particulier de notre histoire en tant qu'espèce. Un moment charnière, un moment où nous avons pour la première fois dans notre histoire les outils intellectuels et technologiques pour commencer à répondre à la plus grande question jamais posée. Sommes-nous seuls ? Et pour la première fois dans notre histoire, nous avons aussi clairement conscience que rester confiné sur cette planète est un pari de plus en plus risqué. Les extinctions de masse font partie du vocabulaire scientifique depuis le 19e siècle. Nous en avons identifié 5 grandes dans l'histoire de la Terre. 5, et après chacune, la vie a trouvé un chemin. Mais la vie intelligente, la vie consciente, la vie capable de poser des questions et d'y répondre, c'est peut-être plus rare, peut-être infiniment plus fragile. Feynman disait quelque chose de beau et de difficile à la fois vers la fin de sa vie. Il disait « Je suis en train de mourir, et ce que je regrette le plus, ce n'est pas les choses que j'aurais voulu laisser aux autres pour qu'ils les découvrent. » Il voulait laisser des portes ouvertes, des questions posées de façon si belle et si précise qu'elles seraient irrésistibles pour la génération suivante. Cette conversation est l'une de ces portes. Le voyage dans le temps est réel. La dilatation temporelle est prouvée, mesurée, intégrée dans des technologies que vous utilisez quotidiennement sans le savoir. Parce que le GPS qui vous guide sur vos téléphones tient compte de la relativité du temps, il corrige les décalages entre les horloges des satellites et les horloges au sol. Que la relativité produit, sans cette correction, le GPS dériverait de plusieurs kilomètres par jour. Oui, le GPS fonctionne grâce à Einstein, grâce à la relativité, grâce à la dilatation du temps. La physique de l'espace-temps n'est pas un luxe théorique, elle est déjà dans notre quotidien. Et elle sera au cœur de chaque technologie qui nous permettra de quitter ce pâle point bleu et de rejoindre le reste du cosmos. La fusion nucléaire qui pourrait alimenter nos moteurs de demain. Les systèmes de navigation qui devront tenir compte de la dilatation temporelle pour maintenir la cohérence entre un vaisseau voyageant à des fractions de la vitesse de la lumière et la Terre. Les algorithmes qui interpréteront les données des radiotélescopes et des spectroscopes à la recherche de biosignatures sur des planètes lointaines. Tout ça est physique, tout ça est réel, tout ça est déjà en cours. Et derrière tout ça, il y a une idée simple, une idée que Feynman portait comme une torche dans chaque cours, dans chaque conférence, dans chaque conversation. L'idée que l'univers est quelque chose que nous pouvons comprendre. Pas entièrement, pas immédiatement, pas sans effort. Mais que sa logique, sa structure, ses lois profondes sont accessibles à un esprit qui consent à travailler, à douter, à recommencer, à remettre en question. L'univers n'est pas fermé, il n'est pas hostile à notre curiosité. Il est là, immense, étrange, patient, attendant que nous posions les bonnes questions. Et nous sommes là, sur ce grain de poussière cosmique, avec nos cervelles de primates légèrement améliorées, nos télescopes et nos accélérateurs de particules et nos équations griffonnées sur des tableaux noirs. Et nous commençons à comprendre, vraiment comprendre. Comprendre le temps, comprendre l'espace, comprendre peut-être bientôt que nous ne sommes pas seuls. Ou comprendre avec une solitude encore plus magnifique et encore plus terrifiante que nous le sommes. Dans un cas comme dans l'autre, la réponse mérite d'être cherchée, mérite l'effort. Mérite que nous ne nous résignions pas, mérite que nous ne restions pas confinés dans l'illusion confortable que la Terre est éternelle et que le cosmos est une décoration pour les nuits d'été. Feynman a fermé les yeux une dernière fois en 1988 dans un hôpital de Los Angeles avec les reins qui lâchaient et l'énergie qui s'en allait. Ces derniers mots rapportés, en tout cas parmi les plus cités, ressemblaient à quelque chose comme « mourir n'est pas si grave ». Mais partir sans avoir compris ce que j'aurais voulu comprendre, ça c'est embêtant. Et il y avait dans cette formule toute la légèreté et toute la profondeur qui le caractérisaient. La mort ne l'effrayait pas. L'ignorance non résolue un peu plus. C'est peut-être ça la vraie leçon. Pas la peur de mourir, mais l'inconfort productif de ne pas avoir encore compris, de ne pas avoir encore cherché assez loin, de ne pas avoir encore tendu l'oreille assez longtemps vers le silence du cosmos pour savoir si c'est un vrai silence ou si c'est juste une question de distance et de temps. Alors,
La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, la prochaine fois que vous verrez ces points de lumière anciennes traverser 200 ou 1000 ou 10 000 années pour arriver jusqu'à votre rétine, souvenez-vous de ceci. Vous ne regardez pas le ciel. Vous regardez le passé. Un passé immense, stratifié, traversé de temps dilatés et de géométrie courbée et de silences qui sont peut-être des questions. Et quelque part dans cette immensité, peut-être, il y a quelqu'un qui lève les yeux lui aussi, qui voit lui aussi un point de lumière pâle dans son ciel, qui se demande lui aussi si quelqu'un là-bas pense à lui. Et peut-être que la seule façon de le savoir, c'est de partir, de vraiment partir. Avec des vaisseaux et des télescopes et des équations, et cette curiosité irréductible que Feynman appelait la chose la plus humaine qui soit. Pas la certitude, pas la réponse. La curiosité, le désir brûlant, physique, logé dans la gorge et dans le sternum de savoir. Vraiment savoir. Même si ça prend du temps, même si ça prend des générations, même si le voyage est long et le silence lourd et les réponses encore lointaines. Parce que c'est ça l'aventure, parce que c'est ça la science. Parce que c'est ça ce que Feynman appelait le privilège d'être en vie dans un univers aussi extravagamment étrange et beau. Punto.